Il est midi, donc on va commencer comme on a la coutume de faire au lab, c'est-à-dire commencer exactement à l'heure prévue. Bonjour à tous, merci de nous retrouver ce midi pour le troisième webinaire du lab, Innover en construction pour réduire le coût du logement à but non lucratif. C'est le premier webinaire de 2025, certainement pas le dernier, donc le lab continue sa lancée. On poursuit les chantiers de réflexion et la diffusion de bonnes pratiques comme on a fait dans les 3 dernières années. Je m'appelle Florence Clermont, je suis chargée de projet et urbaniste à l'ARPAN. L'ARPAN qui est une firme d'urbanisme, pardon, et en aménagement du territoire. On est à but non lucratif. Donc, on est l'une des trois organisations porteuses du lab avec Vivre en ville et Utile. Le lab, c'est quoi? C'est un cercle de réflexion sur l'abordabilité du bâti. Plus précisément, notre mission, c'est de diffuser et favoriser la mise en place de solutions à coût nul ou à très faible coût pour faciliter et accélérer le développement de logements à but non lucratif. Dans le cadre du présent webinaire, le lab porte deux messages essentiellement qui vont se présenter comme des bonnes pratiques et des plaidoyers. Ce sont des plaidoyers qui sont d'intérêt pour les municipalités parce qu'ils ont la capacité ou le potentiel de diminuer les contributions financières municipales ou plutôt de maximiser celles qui sont fournies pour ces projets, ainsi que de maximiser les leviers réglementaires dont on a pu parler dans le dernier webinaire du Lab et les stratégies de maîtrise foncière qui vont être déployées par le monde municipal afin de faire lever de terre des projets de logement à but non lucratif. Donc, le passage à l'action auquel le Lab vous convie aujourd'hui, c'est de relayer et adopter les bonnes pratiques en construction modulaire et de revendiquer une réforme du Code de construction. La première partie du webinaire va être animée par Maxime Pelletier, directeur adjoint aux affaires publiques à l'UTIL, qui va présenter l'ABC de la construction modulaire et les conditions qui permettent à ce type de construction d'engendrer des économies d'échelle. La deuxième partie va être animée par Adam Mongrain, directeur habitation à Vivre en ville, qui présentera les retombées concrètes qu'une réforme du Code de construction en faveur du bâtiment à issue unique permettrait. Il n'y a pas de période de questions prévue. Par contre, au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez écrire vos questions dans l'outil questions et réponses de Zoom. Les réponses vont être partagées ensuite dans le fil de discussion à tous les participants. Et petite précision, on est accompagné d'un membre de l'UTIL, Joachim Parent, qui est directeur construction et services techniques, qui pourra répondre aux questions qui sont plus techniques, justement, relatives à la construction modulaire. Avant d'aborder le cœur du sujet, on veut répondre à la question pourquoi le lab s'intéresse à la construction? Tout d'abord, oh, il y a un petit glitch dans la présentation. Pardon. Tout d'abord, il y a l'augmentation rapide des coûts de construction qui impacte durement la possibilité d'avoir des loyers abordables. Donc, entre 2017 et 2024, on a assisté à une augmentation de 53 pendant cette période de 7 ans pour une croissance annuelle composée de 6,2 L'utile a fait le calcul de son côté et a dénoté qu'une augmentation de 5 en elle-même va solliciter une subvention supplémentaire de 10 000 pour maintenir au même niveau, le même niveau d'abordabilité de ces logements. Donc, chercher à réduire les coûts de construction, c'est aucunement négligeable pour les projets de logement en but non lucratif. Il y a également la question de la productivité, où il y a des gains à gagner, de surcroît dans un contexte de pénurie de logement, parce que l'augmentation de la capacité à construire plus rapidement et de façon plus compacte, en consommant moins de foncier et moins de matériaux, permet de réduire les coûts de développement par unité construite. Ça veut donc dire une baisse des coûts qui permet de réduire le prix des logements parce que les revenus nécessaires pour absorber les coûts de développement vont être moindres. La réduction des coûts de construction des projets de logement à but non lucratif grâce à un gain de productivité est aussi synonyme d'une réduction des subventions requises pour viabiliser le projet, ce qui va se traduire par une dépendance moins grande à ces sources de financement-là, bien qu'elles soient absolument nécessaires, ou encore par une augmentation du nombre d'unités pouvant être construites à financement égal.
Donc, une réduction du financement nécessaire va signifier une réduction des revenus, encore une fois, des loyers à percevoir pour couvrir les coûts de financement. Enfin, pour toutes ces raisons-là, les plaidoyers, les bonnes pratiques qu'on vous partage ont la promesse de permettre d'en faire plus avec moins. Parce qu'on cherche à réduire les coûts de construction du logement, ce qui va signifier en faire plus avec moins. Ça va impliquer également de réduire la pression sur les loyers, d'accélérer la livraison des projets et de créer des logements, de créer plus de logements via l'investissement collectif. Je vais maintenant céder la parole à Maxime Pelletier, directeur adjoint aux affaires publiques. Bonjour tout le monde, merci Florence pour l'introduction. Merci à tous et à toutes d'être, ma foi, fort nombreux à vous joindre à nous pour ce webinaire. On en parlait juste avant, les membres du Lab, à quel point ça nous fait chaud au cœur de voir autant de gens, autant d'horizons et autant qualifiés et pertinents se joindre à nous pour l'heure du midi pour parler de l'abordabilité du bâti. Donc, merci d'être là. Maxime Pelletier, je suis directeur adjoint aux affaires publiques à l'UTIL. Brièvement, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est une entreprise d'économie sociale qui construit et opère des logements étudiants à but non lucratif. On a présentement 600 logements en opération, puis d'ici un mois et demi, on en aura plus de 1000 autres en chantier. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter les fruits d'un travail de recherche et développement que l'UTIL a fait sur la construction modulaire. Donc, pour la petite histoire, depuis qu'UTIL existe et qu'on fait du logement étudiant, il y a très fréquemment des gens qui nous disent: Ah ouais, vous faites du logement étudiant, vous devriez faire du logement modulaire. On n'a jamais vraiment tout à fait compris d'où venait cette association-là. Il y a des projets ailleurs dans le monde, ils ont comme mis des étudiants dans des containers, puis on pense que c'est ça qui a inspiré les gens où il associe logement étudiant à container. Donc, bref, tout ça pour dire, à travers les années, on se l'est fait dire souvent, et puis récemment, dans le cadre du défi d'offres cycle 5 de la SCHL, qui est un programme de financement pour l'innovation en habitation, on s'est dit pourquoi pas faire le travail d'investiguer sérieusement et de façon approfondie le potentiel de la construction modulaire pour faire nos projets. Donc, c'est ce que nous avons fait dans la dernière année. Puis aujourd'hui, je vais vous parler un peu de qu'est-ce qu'on a appris en faisant ça. On est en train de construire présentement à Rimouski notre premier projet en construction modulaire de 155 logements qui va être prêt pour la rentrée scolaire cette année. Donc, avant de se lancer dans, disons, le vif du sujet des coûts de la construction modulaire, on va faire un petit détour pour bien mettre en contexte puis qu'on parle tous de la même affaire. Donc, d'abord, qu'est-ce que le préfabriqué puis qu'est-ce que la construction modulaire? Donc, le préfabriqué, c'est un terme général pour dire qu'on travaille en usine à créer et préassembler certains éléments d'un immeuble qu'on va ensuite amener sur le site et qu'on va poser sur le chantier. Vous avez par exemple sur l'image de gauche ici un mur préfabriqué. Euh, le modulaire, c'est une sous-catégorie de la préfabrication où on va carrément faire des modules en 3 dimensions avec 4 murs, un plancher et un plafond qu'on va ensuite transporter dans cet état-là jusqu'au chantier, pardon, et on va les assembler comme des blocs Lego, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, qui est une photo de notre chantier à Rimouski lors de la première journée d'assemblage des modules. Donc, on assemble environ 8 modules par jour. Donc, ce que vous voyez présentement, c'est le fruit de 3 quarts de travail de journée sur le chantier environ. Donc, pour voir ce que ça a l'air à l'intérieur, là, les modules sont quand même relativement avancés au moment où ils sortent de l'usine. Ça, c'est une photo d'un de nos modules qui est en construction chez notre partenaire les Industries Bonneville à Belleuil. Donc, une bonne partie de l'électricité est faite, une bonne partie de la plomberie est faite, les cuisines sont posées, les salles de bain sont posées. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est expédier ça jusque sur le chantier où les modules sont reliés les uns aux autres. Puis après ça, il y a un travail de finition qui est à faire. Évidemment, après ça, il faut faire l'enveloppe du bâtiment aussi, donc l'extérieur, le toit. En termes de contraintes, qu'est-ce qu'on peut faire avec la construction modulaire présentement? On peut faire des modules de 16 pieds par 70 pieds, ce qui est en fait une contrainte liée au transport. Donc, c'est le maximum de taille qu'on peut transporter sur un camion. Puis jusqu'à maintenant, le code du bâtiment nous permet de faire là, jusqu'à 6 étages avec la construction modulaire en bois. Pour vous donner une idée de à quel point ça peut aller vite, la construction modulaire, qui est la principale raison pour laquelle
plusieurs personnes en parlent par les temps qui courent, où on a une crise puis on veut construire le plus rapidement possible. Ça, c'est une image de notre chantier à Rimouski qui a été pris en novembre 2024. On peut voir les fondations qui sont finies d'être construites. Et si on repasse à l'image suivante, ça, c'est une photo qui a été prise la semaine passée. Donc, où on a assemblé là, à l'œil, je dirais, 60-70% des modules. Et après ça, on peut commencer le travail de finition à l'intérieur. Grosso modo, la construction modulaire nous permet de réduire la durée de chantier d'environ 50% pour un projet de cette taille-là, puis on pense qu'on peut aller chercher même 60% si on va faire des projets de plus de 4 étages. Donc, évidemment, ça devient vraiment intéressant de se lancer dans la construction modulaire quand on sait qu'on peut couper les temps de chantier de 50% et qu'il y a des besoins immenses en matière d'habitation à l'heure actuelle. Quelques questions courantes sur la construction modulaire que je vais dissiper avant que ça occupe l'esprit de tout le monde dans l'assistance. En termes de qualité, historiquement, la construction modulaire a beaucoup été associée aux maisons mobiles et donc cette réputation-là qui lui colle encore à la peau d'être de faible qualité. Ce n'est plus vrai du tout. Aujourd'hui, la construction modulaire est de qualité égale, voire supérieure à la construction traditionnelle. Égale parce que les mêmes normes s'appliquent, les mêmes vérifications de qualité s'appliquent qu'avec la construction traditionnelle, et même supérieure parce que comme on travaille dans un environnement usiné, dans un environnement contrôlé, c'est beaucoup plus facile de faire de la gestion de la qualité. Et donc, en termes de qualité du produit final, là, on n'a vraiment rien qui est perdu avec la construction modulaire. En matière de durabilité, d'utilisation des matériaux. C'est un sujet complexe, on ne va pas rentrer dans les détails, mais disons qu'il y a des facteurs contraires. D'un côté, il y a un dédoublement de certains matériaux avec la construction modulaire parce que chaque module est en 3 dimensions. Quand on colle 2 modules ensemble, par exemple, on dédouble le mur. On n'avait peut-être pas besoin de tous ces matériaux-là. Mais de l'autre côté, la gestion des déchets de construction, elle est infiniment meilleure. Dans une usine, il y a beaucoup moins de déchets. Ils sont beaucoup mieux triés, beaucoup mieux réutilisés. On sait malheureusement que la gestion des déchets de construction sur les chantiers est largement déficiente dans la majorité des cas. Et donc, il y a vraiment un gain de ce côté-là avec la construction modulaire. Quand on fait des structures en bois aussi, mais ça utilise moins de béton, qui est une grande source de gaz à effet de serre. Donc, globalement, quand même un bilan plutôt positif pour le côté environnemental de la construction modulaire. En termes d'urbanisme et d'architecture, ça c'est un sujet qui peut être controversé. On a tendance à penser que puisqu'avec la construction modulaire, on va vouloir standardiser beaucoup, ça veut dire qu'il y aura moins de travail qui va être fait sur l'harmonisation du bâtiment avec son environnement urbain. C'est important de comprendre qu'avec la construction modulaire, quand on parle de standardisation du module et pas du bâtiment nécessairement. Donc, pensez-y comme ça, là. Ce qu'on fait, c'est qu'on standardise des blocs Lego. Puis après ça, je vais avoir mon bloc Lego qui est un coin, je vais avoir mon bloc Lego qui est un 4,5, je vais avoir mon bloc Lego qui est 2 studios. Puis là, je peux les assembler de façon différente pour faire mon immeuble. Et donc, ça ne veut pas dire que si utile, on fait un projet modulaire par année. On ne va pas copier-coller le même bâtiment d'un endroit à l'autre, même s'il va y avoir un certain degré de standardisation dans chacun des modules. Donc, on n'est pas dans la même perspective que, par exemple, Mission Unité Aînée, où là, vraiment, on a comme pris le même bâtiment pour le mettre à différents endroits. Ça, c'est une façon de faire de la standardisation. Mais quand on parle de construction modulaire, on est standardisé à l'échelle du module. Notre projet à Rimouski, par exemple, a 96 modules qu'on peut agencer de façon différente sur différents sites. Puis finalement, comme je le disais tantôt, on peut réduire les temps de chantier d'environ 50%. Pour donner l'exemple de notre projet à Rimouski, la ville de Rimouski, qui est un excellent partenaire dans ce projet-là, nous a cédé le terrain en mai 2024 et nos locataires vont aménager dans les logements cet été pour la rentrée 2025. Donc, on parle de 155 unités construites, de la cession du terrain à l'aménagement des locataires en maximum 15 mois. Donc, c'est vraiment, vraiment plus rapide. Plusieurs choses qui permettent ça, là, notamment, bon, assembler les modules sur le site, ça va évidemment très vite, mais aussi le fait qu'on peut travailler en parallèle. Donc, pendant que sur le chantier, on est en train de préparer le terrain, faire les fondations, pendant ce temps-là, en parallèle, on est en train d'assembler la plomberie et les cuisines dans l'usine. Donc, on est capable de faire beaucoup plus de travail en parallèle. Donc, j'espère que ça met la table un peu sur de quoi on parle quand on parle de construction modulaire.
Et donc, avec tout ça de dit, on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet qui est comment est-ce qu'on utilise la construction modulaire pour baisser les coûts de construction, parce que comme Florence le disait en introduction, avec une augmentation des coûts de 5-6 par année, on s'en sort pas. Tu sais, on parle beaucoup de financement du logement à but non lucratif, mais si on faut travailler de l'autre côté de l'équation aussi. On ne peut pas toujours mettre plus d'argent, il va aussi falloir travailler sur les coûts de construction. Alors nous, on s'est posé la question, comme promoteur immobilier, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour réduire les coûts de construction? Et ben, on est confronté à une réalité qui est celle que, comme entrepreneur, oui, on travaille avec les professionnels d'un côté, mais la majorité des coûts de construction sont notre contrat avec l'entrepreneur général, qui lui-même a une relation d'affaires avec une panoplie de fournisseurs et de sous-contractants. Et donc, quand nous, on dit, OK, là, il faut réduire les coûts, ben, on se tourne vers notre entrepreneur général. Puis, si on regarde, c'est quoi le modèle d'affaires de l'entrepreneur général, ce qu'on va constater, c'est que c'est un modèle qui est déjà assez optimisé. Florence, tu peux nous montrer la prochaine slide, merci. Et donc, dans le modèle d'entrepreneur général, il y a une très forte proportion de coûts variables, qui sont les matériaux, les ressources humaines qui sont achetés ou engagés pour faire le projet. Et il y a une très faible proportion de coûts fixes, qui sont les immobilisations, les ressources humaines de l'entrepreneur général, les assurances et sa marge de profit. Globalement, un entrepreneur général, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'investissement dans un projet, il n'y a pas beaucoup d'immobilisation, et donc sa marge de profit est déjà relativement faible. Donc, tout ça pour vous dire que c'est difficile de négocier avec un entrepreneur général pour réduire les coûts parce que lui, il se retourne de l'autre côté, il dit, ben, c'est ça que ça me coûte en matériaux, c'est ça que ça me coûte en sous-contractant, ma marge de profit, elle est déjà limitée, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Et là, c'est là que la construction modulaire devient intéressante. Dans un projet de construction modulaire, il y a environ la moitié des coûts, ici on a 48 qui sont les coûts du préfabricant. Et là, ça devient intéressant parce que le modèle d'affaires du préfabricant est vraiment différent de celui de l'entrepreneur général. Et donc, plutôt que, comme promoteur, d'être en lien avec un entrepreneur général qui est en lien avec plein de sous-contractants, puis on a peu de contrôle sur tout ça, bien là, on se ramasse à avoir une relation d'affaires directe avec quelqu'un qui représente une entreprise qui représente 50 de nos coûts de construction. Et là, ça nous donne un levier sur lequel on peut agir pour essayer de réduire euh, nos coûts. Il y a d'autres façons de réduire les coûts qu'avec le préfabricant. Là, on est en train de travailler avec notamment les professionnels pour voir si on ne peut pas avoir une certaine réutilisation des plans plutôt que de recommencer à zéro à chaque fois. Mais comme vous pouvez le voir dans la répartition des coûts, c'est pas ça comme le plus gros morceau des coûts. C'est vraiment du côté du préfabricant qui a les plus grosses économies à aller chercher. Donc, si on regarde du côté du modèle d'affaires, ce qu'on a fait à l'utile, c'est qu'on a dit, OK, en théorie, la construction modulaire, ça devrait coûter moins cher. Ça devrait coûter moins cher parce que on est dans une usine, on est à l'abri des intempéries, on est dans un environnement industrialisé, on est capable de standardiser certaines actions. Et donc, normalement, logiquement, ça devrait coûter moins cher que de déplacer toute la machinerie et tous les matériaux sur un chantier, puis d'essayer d'assembler des murs à moins 12 degrés avec le vent d'en face et de la pluie. À 12 degrés, il va neiger. Euh, et donc, on s'attendait logiquement à ce que ce soit moins cher la construction modulaire. Et ce qu'on a constaté, c'est que ce n'était pas le cas, que la construction modulaire était quand même significativement plus chère que la construction traditionnelle. Et là, on a fait le tour des acteurs de l'industrie. On s'est dit, on essaie de comprendre pourquoi c'était le cas. On a identifié trois principaux facteurs qui expliquent que malgré ces avantages, disons, théoriques, la construction modulaire finissait pas par être moins chère pour le développeur. Le premier, c'est l'absence de clients récurrents. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc, traditionnellement, la préfabrication, ça a beaucoup été des maisons unifamiliales. On peut penser aux maisons Bonneville, par exemple. Récemment, il y a eu plus de projets multilogements qui ont été faits en modulaire, mais ce qui se passe souvent, c'est que les promoteurs vont faire un projet. Puis par promoteur, je veux dire social ou privé, là, j'inclus tout le monde. Les promoteurs vont faire un projet, il va y avoir des difficultés, des apprentissages, et puis là, il n'y aura pas de deuxième projet par le même promoteur, avec le même préfabricant, le même entrepreneur général, les mêmes architectes, la même firme d'ingénierie. Et donc, il n'y a pas d'expertise qui se développe dans la chaîne de valeur de cette façon-là. Puis pour le préfabricant aussi, ça ne donne pas d'incitatif à investir dans la productivité de l'usine parce qu'il n'y a pas de prévision future sur les commandes. Donc,
le préfabricant, il voudrait bien pouvoir acheter de la machinerie robotisée, mais si c'est pour pas avoir de commandes dans le futur, c'est pas une bonne décision d'affaires. Donc, l'absence de clients récurrents était vraiment, à notre sens, le principal enjeu. D'autres enjeux qu'on a observés, c'est que les contrats standards de construction sont mal adaptés à la construction modulaire. Je donne un exemple simple. En usine, il y a de la plomberie qui est faite. Après ça, on envoie le module sur le chantier. L'entrepreneur général a engagé un sous-contractant pour faire la plomberie sur le chantier. Plus tard, il y a un problème avec la plomberie, un appel de garantie. Qui est responsable? Est-ce que c'est le plombier? Est-ce que c'est l'entrepreneur général? Ou est-ce que c'est le préfabricant, puisqu'il y a eu une partie de la plomberie qui a été faite en usine? Et donc, ce problème à définir les responsabilités légales amène tout le monde à soumissionner un peu plus haut. Et là, ce que ça fait que les prix vont à la hausse. Un autre problème qu'on a vu, c'est en raison du manque d'expérience avec la construction modulaire, les sous-contractants ne savent pas exactement ça va être quoi la nature du travail qu'ils doivent faire. Par exemple, nous, on arrive à Rimouski, on dit on a besoin d'électriciens pour relier 155 unités de logements modulaires. Les électriciens ne savent pas nécessairement ça va être quoi, combien de temps ça va leur prendre, est-ce que ça va être compliqué, quels vont être les risques. Et donc, pour se donner une marge, ben, ils vont soumissionner un peu plus haut. Donc, quand on met tous ces facteurs-là ensemble, ça fait en sorte que, malgré ces avantages, la construction modulaire n'est pas, à l'heure actuelle, moins chère que la construction traditionnelle. Mais, on va changer ça. Euh, Comment on va faire? Euh, Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en tant que développeur immobilier, c'était nous qui étions en contact avec tous les acteurs de la chaîne. Et donc, c'était nous qui devions mobiliser les acteurs pour que tout le monde travaille ensemble et pour développer l'expertise. Donc, ce qu'on a fait à l'utile, c'est qu'on a créé un consortium avec tous les acteurs les plus importants d'un projet immobilier. Donc, on a un préfabricant qui sont les Industries Bonneville à Belleuil. On a un entrepreneur général qui est Construction Longer, une entreprise de Sherbrooke, des ingénieurs, le groupe GBI, et une firme d'architectes, Blouin-Beauchamp. Et là, on a dit à tous ces gens-là, on va travailler ensemble dès les débuts de la conception du projet pour faire la construction modulaire. On va apprendre à travailler ensemble et puis on va faire plusieurs projets. Puis d'un projet à l'autre, on va continuer de travailler ensemble. On va réaliser des apprentissages qui vont se transformer en économie. Et puis, même si peut-être que le premier projet qu'on va faire ne sera pas le plus efficace et le moins cher, ben, l'expertise qu'on aura développée à le faire, elle ne sera pas perdue, puis on va la mettre en pratique pour les prochains projets qu'on va faire. Et ça a déjà donné des bons résultats du côté de notre usine, qui, comme je disais tantôt, est vraiment le plus gros morceau des coûts. Donc, tantôt, on voyait les coûts de revient de l'entrepreneur général. On avait 85-90 de coûts variables, puis un petit 10-15 de coûts fixes. Là, dans une usine, on est complètement dans un autre monde. On a plusieurs centaines d'employés sur le payroll. Ces gens-là, ils travaillent toutes les semaines, peu importe. On a peut-être un peu de flexibilité, mais globalement, il faut les payer d'une semaine à l'autre, peu importe le nombre de commandes qu'on a. Puis on a aussi ben, des investissements importants dans l'usine elle-même que l'entrepreneur général n'a pas. Donc, on est plutôt autour de 60-70 de coûts fixes. Et donc, petit principe de finance, plus on a d'investissements dans une entreprise, plus ça nous prend une marge de profit importante pour justifier ces investissements-là. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que avec le préfabricant, on a beaucoup plus de marge qu'avec un entrepreneur général parce que la marge de profit, elle est un peu plus grande. Donc, on peut essayer de jouer sur ces paramètres-là. Puis, on peut aussi essayer d'augmenter la productivité, ce qui veut dire qu'avec le même nombre de ressources humaines et le même nombre de machinerie sur l'usine, ben, on peut produire davantage et donc répartir ces coûts fixes-là sur davantage de production. On a deux principaux leviers sur lesquels on peut agir. Le premier, c'est le temps de cycle. Donc, le temps de cycle, qu'est-ce que c'est? Chez notre partenaire, par exemple, il y a 16 stations de travail où il y a une partie du module qui est faite. Donc, au début, on fait le plancher, après ça, on fait les murs, après ça, on fait l'isolation, après ça, on fait l'électricité, etc. Et donc, tous les 16 modules aux 16 stations doivent avancer d'une station exactement au même moment. Sinon, ça ne fonctionne pas. Euh, et donc, ça veut dire que dans une usine, par exemple, on peut avoir un temps de cycle qui est de 4 heures à 6 heures, c'est-à-dire que les modules changent de station à toutes les 4 heures à 6 heures. Mais ça fait juste cette petite variation-là de 2 heures sur une production annuelle. Ça veut dire que la même usine peut produire 288 modules ou elle peut produire 480 modules. Et donc là, on parle d'un gain de productivité significatif. On peut aussi travailler sur la taille des modules.
Donc, la taille maximale en usine, c'est 1120 pieds carrés. Ça correspond à peu près à ce qu'on peut transporter en camion. Mais la taille moyenne des modules qui sont commandés, c'est de 800 pieds carrés. Pourquoi? Parce que les clients qui commandent des modules commandent selon leurs besoins. Moi, j'ai besoin d'un deuxième étage de maison unifamiliale. Ben, je ne vais pas maximiser le transport en camion. Je vais commander la taille de module qui correspond à ce que j'ai besoin pour faire ma maison. Quand on met un dans l'autre, donc la variation du temps de cycle et la dimension des modules, ça veut dire qu'une même usine, là, qui est un exemple théorique ici, pourrait avoir une production annuelle qui varie de 230 000 pieds carrés à 537 000 pieds carrés. Donc là, vous comprenez que si on a la même masse salariale, la même usine, mais qu'on produit 537 000 pieds carrés, ben, ça coûte beaucoup moins cher, le pied carré. Alors, la question qu'on doit se poser, nous, comme promoteurs, c'est comment est-ce qu'on amène le préfabricant à changer un peu son modèle d'affaires pour passer d'une logique où on a un relativement bas volume, donc un peu moins de modules d'une moins grande taille, et une marge de profit un peu plus grande pour justifier les investissements, à un autre modèle d'affaires qui fonctionne aussi avec beaucoup d'investissements, qui est d'avoir une marge moins élevée, mais d'avoir un plus gros volume, donc un temps de cycle qui est plus bas et une maximisation des pieds carrés des volumes. Alors, c'est à nous comme promoteurs, parce que c'est nous qui donnons la job, de dire ce qu'on va commander, ça va correspondre à ce qui vous permet d'être efficace. Et donc, qu'est-ce qu'on fait comme promoteur? Ben, c'est qu'on dit, parfait, donc on va vous commander 96 modules. Parmi ces 96-là, il y en a 68 qui vont être exactement le même. Et là, ce que ça permet de faire, c'est de minimiser, pardon, le temps de cycle en standardisant la production. Donc, si j'ai 16 stations, puis que je dois avancer les 16 en même temps, ben dans le fond, j'avance à la vitesse de la station qui va le moins vite des 16. Et là, si j'ai 68 modules pareils qui s'en viennent, ben je peux me dire, parfait, c'est laquelle ma station qui est mon goulot d'étranglement présentement? C'est mon plancher. Est-ce que je peux investir dans ma station qui fait des planchers pour que ça aille plus vite? Oui, parfait, j'ai gagné 20 minutes. Ben là, tous mes modules avancent 20 minutes plus rapidement. Et ça, c'est possible quand on a de la standardisation. L'enjeu qu'a eu la construction modulaire par le passé, c'est qu'il y avait pas de standardisation, au contraire, il y avait beaucoup de personnification. Chaque personne qui se commandait une maison, elle voulait avoir ses propres comptoirs, sa propre configuration, etc. Donc, on est toujours en train de réorganiser la chaîne pour produire, ce qui fait que le temps de cycle est très long. Alors que plus on a de standardisation, plus on peut optimiser la chaîne de montage, profiter du fait qu'on est dans un environnement usiné pour que ça aille plus vite, que le temps de cycle diminue. Puis la dimension des modules, ben ça, c'est pas compliqué. On essaie de commander des modules qui sont les plus gros possibles. Comme ça, on maximise la capacité de production de l'usine. Donc, c'est ce qu'on a fait dans le cas du projet Rimouski. Ça nous a permis d'aller chercher des gains d'efficacité d'environ 30 sur le temps de cycle. Donc, avec les mêmes immobilisations en termes de machinerie, avec la même masse salariale, on était capable de produire 30 plus de modules, ce qui nous fait des économies sur la main-d'œuvre. Ça permet aussi de répartir les coûts fixes sur une plus grande production et donc de réduire le coût au pied carré de ce qu'on fait. Donc, si on résume un peu l'approche, on essaie de faire quelque chose qui était un peu catchy. Si on veut vraiment débloquer le potentiel de la construction modulaire, on pense que ça passe par cette petite formule qui est en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est s'engager. Ça prend des développeurs qui ont un volume relativement important, qui disent, oui, moi, je vais me lancer dans la construction modulaire. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça envoie un incitatif aux autres membres de l'industrie, les architectes, les ingénieurs, les préfabricants. Vous allez avoir des commandes en préfabriqué. Ça vaut la peine d'investir dans comprendre cette technologie-là dans votre usine si vous êtes un préfabricant. Et donc, dans le futur, il y aura des commandes et ces commandes seront relativement standardisées. On y reviendra. La deuxième étape, c'est s'associer. Donc, vraiment une des pièces maîtresses de notre projet, c'est qu'on est en train de développer un nouveau contrat où plutôt que de dire comme traditionnellement, je veux construire tel bâtiment sur tel site, dis-moi combien ça va coûter, on s'entend plutôt sur des paramètres avec le préfabricant. Donc, on va dire, dans l'avenir, il y aura des projets, on ne sait pas lesquels, on ne sait pas où, mais entendons-nous sur une façon de répartir les coûts et les économies. Et donc, ça fait en sorte que plutôt que
généralement, l'industrie de la construction, c'est beaucoup un jeu à somme nulle. Donc, si l'entrepreneur général me charge 2 de plus, moi, je dois payer 2 de moins. Si le plombier charge 2 de plus à l'entrepreneur général perd 2 $. Alors que là, on est dans une perspective où on dit travaillons ensemble pour réduire les coûts et ces économies-là seront partagées entre les différents acteurs de la chaîne. Et dans le cadre de notre projet de recherche et développement, nous allons rendre disponible ce contrat-là, sans les informations confidentielles évidemment, mais un template en bon français de ce contrat-là sera rendu disponible pour que d'autres promoteurs, d'autres acteurs puissent s'en servir. Troisième étape, standardiser. Donc, le plus possible, réutiliser les mêmes modules, j'en ai déjà parlé. On parle aussi avec les professionnels de la possibilité d'avoir une espèce de fonctionnement par royauté plutôt que de payer à chaque fois. Donc, on dirait aux architectes, fais-moi des plans, puis à chaque fois que je vais les réutiliser, je vais te payer une royauté, mais ce ne sera pas aussi cher que si on recommençait du début, ce qui permet d'aller jouer à la baisse sur les coûts des professionnels. Et finalement, optimiser. Ça, c'est une partie vraiment importante. Ce qu'on fait dans le cas de Rimouski, c'est qu'on travaille à livre ouvert. Donc, on a engagé une firme qui fait un audit des coûts à l'usine pour savoir très exactement quelle étape du processus de construction nous coûte combien. Et puis après ça, sur le site, sur le chantier, on a aussi un employé à temps plein qui est là pour observer comment ça se passe, puis détailler combien d'heures ça a pris faire chacune des opérations nécessaires. Puis après ça, on va pouvoir comparer. Dire, OK, ça, on l'a fait sur le chantier, mais est-ce que ce serait pas plus efficace de le faire en usine ou vice-versa? On l'a fait en usine, mais je pense que ce serait plus efficace de le faire en chantier. Puis, en combinant tout ça, ben, on pense que à chacun des futurs projets qu'on va faire, on va être capable d'aller chercher des gains d'efficacité tant chez le préfabricant que sur le chantier pour continuer à réduire les coûts de construction ou en tout le moins de diminuer fortement la courbe d'augmentation des coûts de construction. Donc, c'est quoi les prochaines étapes et qu'est-ce qu'on peut faire si vous êtes un acteur public pour aider ça? Mais d'abord, il y a le levier foncier. Donc, vous pouvez identifier c'est quoi les terrains qui seraient propices à faire de la construction modulaire. Grosso modo, ça prend des terrains plats et convexe, régulier, parce que c'est plus difficile de faire des formes irrégulières avec la construction modulaire. Au niveau financier, sans rentrer dans trop de détails, là, un des enjeux de la construction modulaire, c'est que ben, généralement, surtout les OBNL, on a notre financement au moment où la construction démarre, et puis à mesure qu'on fait des dépenses sur le chantier, elles nous sont remboursées. Ça ne fonctionne pas avec la préfabrication parce que le fabricant de modules commence à travailler longtemps avant que les modules soient assemblés et veut une certaine garantie, un paiement pour son travail. Donc, il faut penser les outils de financement pour qu'ils soient mieux adaptés à la construction modulaire. Et finalement, la standardisation, c'est pas tous les acteurs qui ont le même volume qu'utile, par exemple, et donc ils ne peuvent pas nécessairement dire nous allons nous engager à faire 150 unités modulaires par année, mais c'est possible de penser à coordonner les différents acteurs du milieu de l'habitation pour atteindre collectivement un degré de standardisation qui va faire un peu le même effet, puis permettre d'aller chercher des gains d'efficacité via la standardisation. Pour la suite des choses, on finit d'installer le module vendredi à Rimouski. Nos locataires vont emménager à l'été prochain et on va publier un livre blanc à l'automne qui va contenir finalement ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, une description de notre audit des coûts, le contrat standard qu'on a développé pour l'entente avec le manufacturier et toute autre chose qu'on aura appris d'ici là dans le but d'aider d'autres personnes de l'industrie, acteurs à but non lucratif, voire privés ou gouvernementaux, à faire la même chose que nous et essayer d'utiliser la construction modulaire pour réduire les coûts. Et plus nous serons nombreux à le faire, ben, plus il y aura d'expertise avec ce mode de construction-là dans l'industrie et plus les gains seront intéressants. Alors là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté monologuer non-stop pendant 26 minutes et je vais céder la parole à le tout aussi intéressant Adam Mongrain. Merci, c'est trop. Faites-moi des pouces vers le haut si vous m'entendez. Va bien, parfait.
Écoute, quelle pression tu mets sur moi, Maxime? Premièrement, la présentation était excellente. Puis, quand tu qualifies ça d'un monologue, ben, je deviens un peu self-conscious pour emprunter l'anglais parce que moi aussi, ça doit avoir l'air d'un monologue. Donc, merci à tout le monde qui joigne à nous ce midi pour parler de cet important sujet. Encore une fois, merci pour la première moitié du webinaire. C'est une belle piste de décollage. C'est franchement emballant de voir le niveau de sophistication qui explose dans les conversations et les échanges qu'on tient au sujet du logement à but non lucratif. Je vois le chat qui s'anime depuis tantôt. Vous ne voyez peut-être pas les questions qui sont posées par nos participants, mais c'est vraiment la fine pointe du sujet. Donc, on sait qu'on vous engage dans quelque chose de super concret. Puis moi, je suis convaincu que tout le monde ici, puis je compte les gens qui assistent au webinaire, mais font partie de la solution pour une sortie de crise durable en habitation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un enjeu qui nous tient énormément à cœur au Lab, mais aussi à Vivre en Ville, qui va justement demander un appui venant de toutes parts. Donc, ça veut dire vous qui assistez au webinaire, parce que, à contrario de certains outils promus par le Lab, comme par exemple le zonage différencié, la réforme du Code de construction du Québec, le sujet de l'heure, ce n'est pas un outil qui peut être mis en œuvre seulement au palier municipal. En fait, la responsabilité du Code, c'est sous la Régie du bâtiment du Québec, qui est elle-même sous le ministère du Travail. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous en parle à vous aujourd'hui? Bien, premièrement, parce que le statu quo, c'est catastrophique. Ici, je veux faire attention de ne pas utiliser un vocabulaire hyperbolique trop facilement. Quand tout est une catastrophe, rien n'est une catastrophe, mais je veux prendre le temps de vous scandaliser avec un tableau, celui que vous voyez à l'écran. C'est un tableau qui a été produit par Stephen Smith du Center for Innovation Building, un OBNL américain qui s'intéresse particulièrement au code de construction et au code du bâtiment. Ce que le tableau montre, c'est un scandale. Pour nous, c'est un scandale. Je sais que je beurre épais, mais regardez bien. Au Canada et aux États-Unis, les lignes bleues et rouges, plus un bâtiment est volumineux, donc plus haut ou plus gros, plus il coûte cher à construire par mètre carré. Ça veut dire qu'au lieu de réaliser des économies d'échelle quand on construit du multirésidentiel, on a un anti-économie d'échelle. Ça coûte plus cher construire un mètre carré habitable dans un projet OBNL de 4 étages que dans une maison individuelle en banlieue. Quand on regarde en Allemagne, la ligne jaune, on voit que plus le bâtiment est volumineux, moins il coûte cher par mètre carré. Ça tombe sous le sens, c'est une économie d'échelle classique. Ça décourage aussi forcément la construction de basse densité puisqu'elle coûte plus cher que l'alternative. Mais on voit aussi qu'en Italie, le mètre carré coûte à peu près toujours le même prix, peu importe la taille du bâtiment. Comme on voit une différence très marquée entre les courbes des États-Unis et du Canada par rapport aux autres pays, ça nous donne un indice là où le bas blesse. Et c'est là qu'on va commencer à parler du code de construction. Un des choses qu'il faut savoir, c'est que ça prend beaucoup de formes différentes. Il y a pas un seul élément dans notre code de construction, on va pas passer à la prochaine diapositive, Florence, qui fait exploser les coûts comme ça. Mais il y a des choses qui sont plus emblématiques, qui sont plus faciles à comprendre, qui sont des plus gros problèmes qu'on pourrait commencer à attaquer tout de suite. Donc, comme je vous dis, il y a un million de trucs qui ne marchent pas, mais on ne réglera pas un million de choses en même temps. Je vais attirer votre attention sur l'élément qui est le plus emblématique, selon nous, du gaspillage qui est imposé par le code, c'est le plafond de construction pour les bâtiments à issue unique. Un bâtiment issue unique, ça veut dire un bâtiment dans lequel il y a juste une seule cage d'escalier et ou un ascenseur pour accéder aux étages. Des fois, il y a seulement un escalier, mais la plupart du temps, il y a aussi un ascenseur. Regardez avec moi, c'est quoi les hauteurs maximales qui sont permises pour les bâtiments issus uniques à travers le monde. Donc, si vous voyez en ce moment à l'écran, vous voyez qu'au Royaume-Uni, il n'y a aucune limite de hauteur. En Italie, c'est 80 mètres. Si on continue à descendre, en Allemagne, on est à 60 mètres de hauteur. En France, on est à 50 mètres. Quand on passe finalement au Japon, on est à 5 étages. Aux États-Unis, c'est 3 étages. Puis on arrive au Canada à 2 étages. Ça veut dire qu'au Canada, on a un des plafonds de construction les plus bas au monde entier pour les bâtiments issus uniques. Au monde entier. Fonctionnellement, ce que ça veut dire, c'est qu'ici, à partir de 3 étages, chaque personne qui habite dans un bâtiment doit avoir accès à 2 sorties pour atteindre l'extérieur. Si vous êtes au 4e étage d'un bâtiment, il y a minimum 2 cages d'escalier qui vous permettent de retourner au sol. C'est pas évident quand on en parle comme ça pourquoi c'est un aussi gros scandale. Qui aime pas ça avoir plus d'options pour sortir de chez eux? Alors, j'ai préparé une petite démonstration pratique pour expliquer le problème. Voici un plan d'étage de projet subventionné à Vancouver. Ça s'appelle le Vienna House. Comme vous voyez, toutes les unités ont accès à 2 issues reliées par un balcon dans une cour intérieure. Pour de vrai, c'est un beau projet.
Il y a une belle variété d'unités. Toutes les unités ont beaucoup de lumière naturelle. Je vous invite à aller chercher Vienna House sur Internet, voir le détail de comment c'est fait. C'est un des beaux projets qu'on a au Canada en ce moment, particulièrement dans le logement subventionné. Si vous regardez à peu près au milieu, puis à droite du plan d'étage, vous voyez les deux escaliers auxquels toutes les unités ont accès. Maintenant, si on regarde, si on avait essayé de faire le même genre de projet, donc le même nombre d'unités et de chambres à coucher, mais avec un code du bâtiment à l'européenne, voici de quoi ça aurait eu l'air. On voit que le projet, il garderait, pardon, le projet ne serait pas plus petit ou plus difficile à rentabiliser. Puisqu'il y a le même nombre de chambres et le même nombre d'unités, il y a le même nombre de revenus, grosso modo, pour payer les coûts de construction. Mais regardez qu'est-ce que ça change à la configuration du bâtiment. Regardez l'espace qu'on peut libérer au sol. Et regardez aussi que même si la profondeur du bâtiment est un peu plus grande, donc le bâtiment est un peu plus épais, on utilise beaucoup moins de matériaux pour construire le bâtiment à l'européenne par rapport à ce qu'on se donne le droit de faire avec notre code au Canada. Si on met ça en chiffres, c'est vraiment à couper le souffle. Le même projet en termes de superficie habitable, donc le même nombre d'unités sur le même terrain, etc., avec un code européen, mais ça permet de réduire des choses comme l'enveloppe thermale. Donc, c'est quoi l'isolation qui est requise pour le bâtiment? De moins 14,6 %. Ça permet de faire une réduction du coefficient d'occupation des sols, donc ça, c'est la superficie du bâtiment divisé par le terrain, de moins 21,9 %. Ça permet de faire des bâtiments qui prennent moins de place sur le terrain, mais qui offrent le même genre d'espace de vie habitable. Ça permet de réduire l'aire de façade. Tantôt, Maxime il parlait, les façades, on peut les personnaliser sur site, mais c'est quand même des coûts personnaliser une façade, ajouter des briques, ajouter du bois, ajouter des ornementations. On réduit l'aire totale de façade du bâtiment de moins 22,6 %. On augmente en même temps la compacité du bâtiment. Donc, il est moins articulé, il est plus compact, il est plus facile à aérer, il est plus facile à chauffer, il est plus facile à aménager pour avoir des espaces fonctionnels. On a moins d'espace exigu. Puis finalement, un chiffre, couper le souffle encore, les aires de circulation, donc tous les couloirs, les cages d'escalier, oui, les espaces qui doivent être empruntés pour se rendre dans les unités, c'est une réduction de moins 35 %. Tout ce matériel-là, on le paie. Tantôt, Maxime parlait du fait qu'il y a certains postes de dépenses qui ne sont pas particulièrement flexibles. Mais c'est vrai, on paye le bois, on paye le métal, on paye le béton, mais on paye aussi tous les travailleurs qui construisent ces immeubles-là, qui installent chacun des éléments. Puis, on prend énormément de place pour peu de chambres. L'exigence de deuxième sortie, ça gonfle l'implantation des bâtiments, donc l'espace qu'on doit prendre au sol, en obligeant des aires de circulation, ce qui fait qu'on a des gros bâtiments dans lesquels on trouve relativement peu d'unités. Maintenant, je sais que parfois, je traîne avec moi une réputation de gars de problème. J'aime beaucoup parler des problèmes qu'on a. J'arrive aujourd'hui, et c'est vraiment exceptionnel, avec des bonnes nouvelles. Parce que contrairement à beaucoup d'autres grands chantiers à lancer pour augmenter la productivité, la modification de code en matière de bâtiment issu unique, c'est vraiment abouti, c'est vraiment avancé. Il y a du travail très abouti qui a été réalisé par des architectes canadiens pour proposer une modification au code pour permettre les bâtiments issus uniques jusqu'à 6 étages. Quand on parle de travail abouti, ce n'est pas des blagues. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le détail proposé. C'est pratiquement du clé en main, rédigé dans le même langage que celui qui est utilisé dans notre code de construction. Tout est fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas maintenant? Bien, il y a deux raisons principales pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore bougé. La crainte d'un recul en matière de sécurité, puis le calendrier de mise à jour des codes. On va en parler séparément. En matière de sécurité, c'est important de comprendre que la philosophie qui domine la mise à jour des codes, c'est qu'il ne peut jamais avoir de recul en matière de sécurité quand on change les règles. Et c'est une bonne philosophie. Soyons très clairs, ça doit rester la philosophie. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'une mise à jour des codes pour permettre des bâtiments issus uniques, c'est une avancée en matière de sécurité et non un recul. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la façon dont la réforme proposée propose en fait de faire passer moins de personnes par les sorties en cas d'urgence, plutôt que l'alternative qui est en vigueur. Même si ça peut paraître contre-intuitif, ça peut tout à fait être le cas que les résidents sont plus rapidement sortis avec une seule issue plutôt que deux. Évidemment, les provisions qu'on doit faire à cet égard-là, c'est que les installations des escaliers uniques doivent être agrémentées, par exemple, avec des matériaux coupe-feu ou des gicleurs. Mais on est capable de faire ça, c'est envisageable. Puis d'ailleurs, quand on regarde à l'international, on voit que les règles ici, ça ne nous protège pas particulièrement, ça ne nous garde pas particulièrement en sécurité. Plusieurs pays avec des règles plus permissives en matière de bâtiments issus uniques ont en fait un meilleur bilan que le nôtre
en matière de décès par incendie résidentiel. Dans le tableau, vous voyez à l'écran, le rouge, c'est les États-Unis. Deux rangs à gauche, vous voyez le Canada. Donc, on a des statistiques à peu près comparables, un peu meilleur bilan qu'aux États-Unis. Mais si on continue à aller vers la gauche, on voit les Pays-Bas, l'Italie, on voit la Suisse, tous des endroits où est-ce qu'ils ont beaucoup plus de flexibilité en matière de bâtiments issus uniques et qui ont un bien meilleur bilan que le nôtre en matière de sécurité des occupants par rapport au moins aux décès à travers des incendies. Maintenant, le calendrier de révision. Bien, le calendrier de révision, c'est un peu abstrait tout ça. Il y a dans le fond, un calendrier qui est publié par le gouvernement du Canada. On peut passer à la prochaine diapositive, Florence, s'il te plaît, qui dit qu'à tous les 5 ans, les provinces doivent mettre à jour leur code de construction pour se calquer sur le minimum requis par le fédéral. Bien, les détails sont un peu ronflants, donc je vais encore une fois sauter aux bonnes nouvelles. Ce calendrier-là, qui impose de bouger pour rejoindre le minimum fédéral à tous les 5 ans, on n'a pas besoin de le suivre pour améliorer notre code. Le Québec a les pleins pouvoirs pour mettre son code de construction à jour immédiatement. Quiconque vous dit qu'on doit attendre la prochaine édition vous ment. Ça ne veut pas dire qu'on va bâcler le travail. Évidemment, c'est des choses qui peuvent prendre du temps, publier, faire les études, tout s'assurer que, par exemple, la proposition clé en main qu'on propose répond réellement à nos objectifs en société, mais on n'a pas besoin d'attendre la prochaine édition du code qui est prévue en ce moment, en 2030, pour agir. Parce que si on attend en 2030, on ne verra pas des bâtiments issus uniques à l'européenne au Québec avant 2032, peut-être 2034. C'est 10 ans de temps perdu pour réaliser ces économies-là. Puis, je ne vais pas juste vous le dire, parce que vous voyez à l'écran, c'est une preuve concrète pour vous. La Colombie-Britannique l'a déjà fait. À fin 2024, la Colombie-Britannique a adopté un projet de loi pour mettre à jour son code de construction pour permettre les bâtiments issus uniques jusqu'à 6 étages. Donc, c'est une autre province qui a les mêmes compétences et qui a choisi de bouger rapidement pour se donner plus de flexibilité dans sa construction. C'est déjà fait, donc on peut faire pareil. Maintenant, pour aller au bout des choses, on doit parler d'une réforme complémentaire. Quand je vous ai montré le plan européen, vous avez peut-être remarqué qu'on a remplacé un seul grand bâtiment, donc le Vienna House, qui avait deux issues, par plusieurs bâtiments avec chacun un escalier et un ascenseur. C'est possible en Europe, mais c'est seulement possible parce que leurs ascenseurs, contrairement aux nôtres, ne coûtent pas une fortune. Tantôt, j'ai vu une question passer dans le chat où est-ce qu'on parlait des coûts de construction, 150 000. Les chiffres que nous, on a eus de la PCHQ, c'était dans les alentours de 170 000 dollars. Donc, c'est comparable à ce que vous voyez à l'écran quand on regarde combien ça coûte, par exemple, construire un ascenseur à New York. On est à 150 000 dollars US. Les mêmes genres d'ascenseurs, donc qui permettent de bouger des gens sur le même nombre d'étages, en Europe, on est à 35 000 ou à 49 000. Donc, c'est à peu près sûr que si on propose de passer d'un seul ascenseur qui dessert un bâtiment à deux issues pour en rajouter 5 ou 6 dans plusieurs bâtiments qui prennent la même place au sol, puis que ça coûte 170 000 par ascenseur, ben, on n'est pas en train de réaliser des gains. À cet égard-là, ben, c'est pas une surprise. Ce qui arrive, c'est encore une fonction de nos codes. Ça impose des surcoûts importants en matière d'ascenseur, surtout sous la forme de cabines trop grandes et de moteurs trop puissants. Donc, la charge maximale permise par nos ascenseurs, c'est à peu près impossible, par exemple, de l'atteindre avec un usage normal des ascenseurs. Évidemment, pour des monts de charge, pour monter du matériel, ça serait important d'avoir une surcharge, mais pour la majorité de l'usage qu'on en fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a des trop gros ascenseurs trop puissants. Puis là, on se dit, oui, c'est vrai, des grands ascenseurs, c'est important pour des raisons d'accessibilité universelle. Mais ce n'est pas vrai. Il y a évidemment des chaises roulantes en Europe, puis ils rentrent évidemment dans leurs ascenseurs. C'est la même chose pour les civières. Encore une fois, nos codes imposent des surcoûts sans bénéfice matériel pour les usagers et donc l'entièreté de la population. Puis, ce qui nous amène à plaider, comme on le fait en construction modulaire, pour une stratégie de volume. Comme vous voyez à l'écran, aux endroits où les ascenseurs ne coûtent pas une fortune, on en construit beaucoup plus. Là, peut-être que les chiffres sont durs à voir, mais les deux bandeaux rouges qui sont complètement à droite, ben, c'est le nombre d'ascenseurs par personne dans un pays.
Ce qu'on voit, c'est qu'en dépit, par exemple, on voit aux États-Unis, il y a énormément d'ascenseurs par rapport à l'international. Il y en a très peu par personne. Tandis que si on va complètement à l'autre bout, à la Grèce, en Suisse, mais on voit qu'il y a beaucoup plus d'ascenseurs par personne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de bâtiments qui sont accessibles universellement, qui sont capables de, dans le fond, répondre aux besoins quotidiens de la population grâce à cette économie d'échelle-là qui vient du fait de, oui, on va charger moins cher pour chaque ascenseur, mais on va en installer beaucoup plus. J'ai préparé pour terminer, on arrive à la fin de notre présentation aujourd'hui, quelques exemples réels de qu'est-ce qui serait possible de faire avec une réforme du code pour adopter un code plus à l'européenne. Évidemment, les exemples que je vous propose, c'est des exemples européens. Ça ne sera pas une surprise puisqu'on essaie de vous faire rêver avec ces codes-là. Je vais vous montrer quelques petites choses, des projets relativement récents qui ont été réalisés, qui pour nous démontrent à quel point est-ce qu'on se prive de choses précieuses en acceptant le statu quo au niveau de notre code. Comme par exemple, le bâtiment que vous voyez là, logement social à Paris, 16 unités, des mix de studios jusqu'à 3 chambres. Il y a même une salle communautaire sur place. Et le coût de réalisation pour un projet récent, là, c'est 244 000 canadiens par unité pour le projet. Je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment, grosso modo, c'est très, très, très dur au Québec de construire la moindre unité sans payer 400 000 Donc, on parle d'une économie de coût de l'ordre de 150 000 par unité. Et vous voyez, il est écrit en gros orangé, c'est 100% illégal au Québec. Ce qu'on propose, ce que je vous montre en ce moment, on ne peut pas le construire avec les codes qui gouvernent notre construction. Pourtant, on parle d'un logement social à Paris. On sait que l'État français a un devoir d'exemplarité dans la façon dont il construit le logement social. Donc, ce n'est pas de la construction cheap. Ce n'est pas de la construction dans laquelle il fait mal vivre. C'est un projet de très haute qualité qui est permis parce qu'il joue avec des règles de jeu différentes. Un autre projet que je trouve complètement en balance, c'est un projet de coopérative à Berne. Donc, c'est un gros projet. Ça ressemble peut-être un peu plus à ce que Utile a développé à Rimouski, sauf que c'est du logement pour des familles. Donc, la majorité des unités, c'est du 2 à 3 chambres. D'être sur un grand site comme ça, puis d'avoir des coûts de réalisation plus bas, ça a permis un aménagement durable. Donc, il y a plusieurs éléments, par exemple, de gestion des eaux pluviales et de durabilité, perméabilité des sols qui sont améliorés sur site. On parle de 103 unités. Pour du 2 et 3 chambres à coucher, sont à 287 000 Canadiens par unité. Là, c'est cher, 287 000 canadiens par unité par rapport à combien ça coûtait construire au Québec dans les années 2000-90, mais c'est quand même une réduction. Si, mettons, si on disait pour des petites unités au Québec, on est à 400 000. Pour des grandes unités, on est souvent dans le 450, 500, 550 000, de plusieurs dizaines de milliers de dollars par unité. Dans un projet de 103 unités, ça fait évidemment une différence. Et j'y reviens, ce genre de projet-là que je vous montre en ce moment, c'est 100% illégal au Québec. On ne pourrait pas embaucher les mêmes fabricants, on ne pourrait pas embaucher les mêmes architectes, on ne pourrait pas embaucher les mêmes entrepreneurs généraux qui ont déjà fait ce projet-là, qui savent le faire, qui pourraient le faire rapidement et leur dire, on a un beau terrain dans notre municipalité, on veut refaire le projet que vous avez fait à Berne, un pays où est-ce qu'il y a de la neige, là, pour être clair, la Suisse, donc il y a une certaine hivernalité qui est inclue, parce qu'on ne se donne pas le droit à cause de nos codes. Donc, l'impulsion que j'ai pour vous aujourd'hui, puis j'y reviens, c'est que bien peu des personnes qui sont avec nous aujourd'hui tiennent le crayon en matière de mise à jour des codes. Ceci étant dit, si nous, en tant qu'acteurs de changement, puis de personnes mobilisées par l'abordabilité du logement, on n'en parle pas à toutes les occasions disponibles, on va rester sur le calendrier qui est proposé, ou dans le meilleur des cas, on va voir une petite amélioration en 2030 seulement. Comme je disais tantôt, quand tout est une catastrophe, rien n'est une catastrophe. J'attire votre attention, j'appelle à votre leadership. Vous devez prendre la parole pour dire il n'y a aucune raison pour laquelle on ne bougerait pas plus rapidement au Québec pour se donner des nouvelles options, se permettre de réaliser des logements de meilleure qualité plus rapidement, à moindre coût. Donc, c'était l'appel que j'avais pour vous. J'espère que j'ai été suffisamment mobilisant et je vais passer la parole à Florence pour la fin du webinaire. Merci Adam, merci Maxime. C'était des présentations très bien vulgarisées. C'est pas des connaissances qui sont à portée de main tant que ça. Donc, j'espère que les participants ont apprécié
La diffusion que vous en avez faite aujourd'hui, d'ailleurs, merci à ceux qui ont participé à ce premier webinaire de 2025 qui va être disponible sur le web après aujourd'hui, dans les prochains jours. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur LinkedIn, à vous abonner à notre infolettre en allant sur le lab-habitation.org. Petit mot de la fin pour répéter l'invitation que le Lab vous lançait aujourd'hui. On invite évidemment les gens à diffuser les connaissances que Maxime a partagées dans l'ABC de la construction modulaire au sein de leur réseau afin de favoriser les gains en productivité dans ce type de construction-là, notamment par la standardisation. On vous invite également à porter la question de la réforme du code de construction auprès des instances sur lesquelles vous siégez afin de faire émerger une discussion à l'échelle provinciale sur les obstacles de notre code pour la construction efficiente de logements. Donc, construire plus, mais avec moins. Puis spécifiquement pour les municipalités, l'invitation, ce serait d'identifier les terrains qui sont propices au type ou à la construction modulaire, à verser, lorsque possible, et le cas échéant, le financement municipal en amont dans les processus de développement de projets à but non lucratif et évidemment de partager également dans les réseaux, dans vos réseaux d'habitation, les bonnes pratiques pour créer des consortiums qui sont efficients et efficaces. Donc, merci à tous. Je vais vous le laisser pour l'après-midi. On a terminé à temps. Je vous souhaite un bel après-midi et à la prochaine. Merci beaucoup.